Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 451e rencontre Lille et ce soir donc avec Caroline Bongrand pour La folie nous guette, mon amour aux éditions Bûcher-Chastel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors il y a des romans qui commencent par un sorbet mangue coco, c'est l'infime, le prosaïque, le détail dérisoire qui fait toute la littérature et Caroline Bongrand le sait mieux que quiconque. Ce matin-là, Clara se promène dans le Marais, elle cherche Sonia Delaunay, elle finit chez les morts. Un inconnu de 1937, manche retroussée, souriant à l'objectif avec cette confiance singulière de celui qui ne sait pas encore, l'arrête net. Elle lui prend une photo avec son téléphone, lui fait la promesse de revenir, pousse une porte, descend un escalier, sème des tic-tac à la mandarine comme le petit poussé et se retrouve à Vienne le 10 mai 1937, à 1 an de l'Anschluss, à l'exact bord du gouffre. C'est une entrée en matière qui ressemble à un vertige. On croirait lire une comédie parisienne, boîte de Doliprane dans le sac, saquette jaune fluo, carnet Moleskine et Kintic Pink, et puis le sol se dérobe. La machine narrative de Caroline fonctionne exactement comme cela. Elle vous installe dans le confort du contemporain, dans le familier presque comique du quotidien, et c'est précisément là, quand vous avez baissé la garde, qu'elle tire la nappe. Le basculement n'en est, pardon, que plus brutal, plus physique, plus vrai. Caroline Bongrand écrit depuis ses 18 ans, formée au CELSA, forgée à New York, armée de Romain Gary comme modèle et d'une liberté narrative absolue. 13 romans, de Manhattan Désarroi jusqu'aux Présences en 2023, un essai coécrit avec Eliette Abécassis, un scénario porté 22 ans avant de trouver son écran, car elle a toujours gravité autour des mêmes failles, l'identité, l'exil, l'amour, qui ne peut pas se tenir dans le calendrier. Dans ce roman-ci, elle ne tourne plus autour, elle plonge. Clara et Franz, Julius Brandeis de son vrai nom, faussaires pour la résistance, vont passer 2 mois entre Vienne, Genève et la cave de Martha, à s'aimer à travers le siècle, à raconter des films dans le noir, à rater un train ensemble, à échanger des alliances dans un wagon face à un soldat allemand. C'est un roman de guerre qui refuse d'être sombre, un roman d'amour qui refuse d'être sentimental, et puis une traversée du XXe siècle, la plus meurtrière de l'histoire, vue depuis une cave, à la lueur d'une bougie, par deux personnes qui se racontent Casablanca et In the Mood for Love, en attendant que le danger passe. Et quand tout s'effondre, quand Clara remonte dans son époque, elle trouvera, 50 ans plus tard, une enveloppe Kraft et un 45 tours scotchés au mur de sa chambre. Ce roman est une déclaration que l'amour vrai, le seul, est précisément celui qui déborde du cadre, celui qui ne rentre pas dans le siècle, que la fiction est parfois le seul espace où deux êtres peuvent réellement se tenir ensemble. Et ce soir, Caroline Bongrand est présente pour nous dire comment écrit-on l'impossible et pourquoi c'est la seule chose qui vaille. Bonsoir à nouveau, Caroline Bongrand. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier de la beauté de tout ce que vous venez de dire. Voilà. Ben, merci. Alors, Mm. tout débute par des détails d'une précision absolue, comme je l'ai dit, le sorbet Mancoco, des choses parfois infimes et finalement qui disent tout aussi de notre époque. Clara est une femme du présent, hyper contemporaine, presque inventoriée. Était-ce votre façon de rendre le basculement temporaire encore plus violent? Plus Clara est ancrée dans son époque, plus le choc est apparemment grand. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'écris mes romans absolument sans technique. C'est-à-dire que je sais, par exemple, qu'aux États-Unis ou en Angleterre, et même c'est arrivé en France, il y a des cours de creative writing où on apprend à structurer et on va chercher un système pour, enfin, vous voyez ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'avoir réfléchi avant, chez moi, ça se fait de façon totalement instinctive. Je n'y pense pas à l'avance, mais je rentre dans le quotidien de mes personnages et donc dans leur quotidien, je me dis, voilà, il fait chaud ce jour-là, elle a envie d'une glace. Enfin, je ne réfléchis pas plus que ça. Enfin, je ne réfléchis pas. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une vraie structure qui se met en place. J'ai toute une théorie sur la structure que nous avons tous en nous. Il y a une structure narrative qui se met en place naturellement. Et les petits détails, c'est parce que moi, j'aime bien les petits détails. Je sais que j'ai un défaut quand j'écris. En tout cas, mes éditeurs successifs me l'ont énormément reproché. C'est que je pose à peine les décors. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui vont vous décrire une pièce, un salon, etc. Moi, je parle juste de ce qui est important dans ce salon. Si quelqu'un soudain va prendre un stylo pour en faire quelque chose, je vais parler du stylo, éventuellement de la table.
et je ne vais pas raconter ce qu'il y a autour du tout. Donc je suis seulement dans l'histoire et effectivement, il y a des petites choses quand elle est, dans ce sous-sol. Ça m'a fait effectivement penser soudain au Petit Poucet. C'était en fait, c'est tellement labyrinthique que comment va-t-elle retrouver son chemin? Et soudain, je me suis dit: «Ah bah oui, elle peut mettre des petites choses de son sac». Ensuite, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'elle a dans son sac?» Et donc enfin, moi, j'ai pas de tic-tac dans mon sac du tout. Enfin, j'ai pas de stabilo non plus dans mon sac, mais j'ai imaginé le sac d'une jeune femme de 36 ans aujourd'hui, qui revient d'une bibliothèque. Donc si elle revient d'une bibliothèque, elle a forcément, un stabilo et des petites choses comme ça, voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Parce que ma spécialité, c'est de répondre à côté. Je vous le dis, Très ça bien. va C'est bon, arriver très, parfait. très bientôt. Je vous Au prépare. moins, je suis prévenu. Très bien. Et Très l'autre bien. chose aussi, c'est que je ne sais pas faire de réponse courte. Voilà. Deuxième problème. Très bien, l'ambiance est OK, c'est bon. La question que je me pose, c'est finalement, tout au long du texte, je me suis longtemps interrogé sur la réalité de ce qui se tramait. Pas la réalité du saut spatio-temporel, on en reparlera évidemment tout à l'heure, mais davantage la trame historique. Il y a des choses que j'aurais pu penser clairement véritables, qui ne le sont pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce genre de fait, mais j'y ai cru tout au long. J'aurais voulu savoir justement comment vous avez creusé ce sillon historique, parce que le filigrane de l'histoire est véritable, mais il y a des choses qui sont clairement inventées. J'aimerais que vous nous parliez de ce traitement de l'histoire qui est pas si évident dans une époque, pour le coup, pour le moins, qui doit être d'une justesse folle. Vous avez aussi pris parti de déformer finalement un petit peu la vérité. Alors, je ne sais pas comment vous répondre. Qu'est-ce qui est inventé d'après vous? Alors, c'est difficile d'en De parler pour de ne pas répondre aux questions spoiler. par une question, c'est ça Et oui. commence? Alors, je parle notamment du réseau Clara. Ah oui, d'accord. OK. Alors, déjà, je voudrais vous dire, en préambule, que je suis absolument obsédée par la Seconde Guerre mondiale depuis que j'ai à peu près 14 ans. Donc j'ai lu beaucoup sur le sujet. Je ne connais pas la situation, je ne connaissais pas du tout la situation à Vienne. Donc je me suis un petit peu renseignée, quand même pour, écrire ce livre, mais je connais la situation en général en Europe et assez profondément. C'est-à-dire que je me suis énormément intéressée à ce qui est arrivé à toutes ces populations, qui ont été, traquées, exterminées, voilà. Donc en fait, j'étais très à l'aise dans l'invention parce que pour moi, il y a, des choses à respecter. Heu et dans ces choses à respecter, enfin, c'est-à-dire que l'histoire et le traitement de l'histoire, on peut finalement, deviner et pourquoi pas inventer un réseau. Je veux dire, en France, pendant la Résistance, il y a des tas de petits réseaux qui ont été, montés par des gens localement, dans toutes les régions de France et on n'en a pas entendu parler. Parce que c'est sûr qu'il y a des grands réseaux, le réseau Combat, le réseau Buckmaster et il y a des petits réseaux, on ne connaît pas leur nom, ça n'a laissé aucune trace dans l'histoire, donc pourquoi pas? En fait, mon approche générale de la vie d'ailleurs, c'est pourquoi pas? Voilà. C'est une bonne philosophie. Très bien. J'aimerais qu'on parle de cette photo qui déclenche tout, finalement. Cette photo où Clara prend une photo avec son téléphone, une photo, une photo d'une photo d'un inconnu mort depuis Ouais. longtemps. Il y a cette mise en abîme aussi de l'image. Est-ce que vous avez cherché à dire quelque chose sur la photographie elle-même? Car ce médium, qui selon les croyances amérindiennes et aborigènes, comme vous le dites, vole les âmes. J'ai trouvé cette façon de faire sur la photographie extrêmement intéressante. Alors, moi, je vous fais une confidence. Un jour, je suis tombée sur une photo. D'abord, 2 photos qui m'ont complètement bouleversée. Quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelle Benjamin Fondane, qui est un poète, je crois juif roumain qui était à Paris et qui est mort parce qu'en fait, sa sœur s'était fait prendre et lui était protégé notamment par Cocteau et cetera, mais il n'a pas voulu laisser sa sœur, donc il est allé, lui-même, il est allé rejoindre sa sœur et donc il est mort, comme, beaucoup de gens sont morts, voilà, de cette, population et donc j'ai vu une photo de Benjamin Fondane qui a écrit un texte extraordinaire, je vous cite juste un tout petit extrait, je crois c'est aussi beau que Primo Levi, en fait, mais sauf que personne ne le connaît, enfin très peu de gens le connaissent. Quand vous foulerez ce bouquet d'orties, enfin ça dit quelque chose comme, «Souvenez-vous que
qu'il y a eu un homme vivant qui était là. Enfin, je sais, je vais pas vous le paraphraser, j'abîme son texte. Enfin, on peut le retrouver assez facilement. Donc, j'avais vu une photo de Benjamin Fondane. Il a un visage très particulier. Il n'est pas beau, il est fascinant, d'étrangeté. Et j'ai eu la même chose avec donc cette photo de Benjamin Fondane. Je me suis demandé, enfin j'ai découvert cette photo, je sais pas moi, il y a 3 ans, 4 ans, et j'étais complètement aspirée par cette photo en me demandé s'il n'y avait pas un lien entre lui et moi, hein. Il est mort en 42 ou en 43, je ne sais pas. Et ensuite, il y a une autre photo qui m'a bouleversée dans un musée, et c'était une exposition sur Isieux, sur les enfants d'Isieux. Et j'ai vu une photo d'un jeune homme qui devait avoir peut-être 25 ans et qui était un des moniteurs de la colonie des enfants d'Isieux. Et il était un peu le personnage de mon roman, c'est-à-dire physiquement, je l'ai un peu décrit. Voilà, sauf que dans la vraie expo sur les enfants d'Isieux, il devait avoir 25 ans et que dans mon roman, on imagine que c'est un homme qui a plutôt 35 ans. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas? Oui, oui. Vous n'avez pas besoin de le dire à chaque fois. Promis, Non, non, mais promis. parce que je sais Oui. que je réponds à côté, c'est vraiment mais tellement ma Non, non, spécialité. mais si vous Non, n'y répondez non, pas, mais j'arrête, promis, je j'arrête vous de relancerai. vérifier. J'arrête de vérifier. Promis, je vous relancerai. J'arrête. Le roman, il est aussi dédié à Laurence Lévy, Michel Ouais, Schnenberg-Garçon et Niki Léon, qui porte en épigraphe une réplique de Brève rencontre de David Léane. Et ce ouais, film, il revient plusieurs fois dans le roman. Clara, on connaît certains dialogues. Est-ce ouais. que c'est la matrice secrète finalement de ce roman? J'aime tellement ce film, je ne sais pas qui regarde là, tout le monde là. Il faut voir ce film. Brève rencontre, au singulier. Je pense que c'est un des plus grands et un des plus beaux films d'amour du cinéma. Et, euh, euh, et d'ailleurs, si vous avez vu un film qui s'appelle La Garçonnière euh, de Billy Wilder, il y a une anecdote que je vous raconte, c'est que Billy Wilder est allé voir Brève rencontre. Et quand il est sorti de la projection, il a trouvé le film extraordinaire et il a dit, moi, je veux écrire l'histoire du type qui a prêté l'appart. Voilà. Euh, le titre de La Garçonnière en anglais, c'est quoi déjà? Bon, je sors de mes petites anecdotes californiennes. Oui, je pense que ce film. Alors, oui et non. Attendez, alors il faut que j'essaye de me concentrer. Je ne sois pas distraite. Brève rencontre, c'est une histoire d'un amour fou mais impossible. C'est un film en noir et blanc qui doit dater des années 40, je pense. Donc il y a un lien évident avec mon roman. Euh, Sauf que dans Brève rencontre, je ne sais pas s'ils ont réussi à être heureux. Alors que dans mon roman, c'est le grand amour et ils sont très très heureux. Donc déjà là, il y a une différence. Oui, il y a une histoire de train. Il y a une histoire de train que quelqu'un prend ou ne prend pas. euh, et tout bascule, puisqu'il y a aussi un peu dans mon roman. Est-ce que on est constitué, on est constitué, euh, on est construit de toutes les très grandes émotions que nous avons traversées dans notre vie. Ce film a été pour moi une très grande émotion. Donc, je suis aussi composée, enfin, dans ma multiple composition de tout mon puzzle ou ma mosaïque personnelle, ce film est important. Et, et donc, quand j'ai écrit mon roman, forcément, il y a quelque chose. C'est la même sensibilité. Sur le plan narratif, j'ai parfois un peu un goût du désastre et je m'en excuse auprès des lecteurs, lectrices qui sont là. Parce qu'à la fin, c'est un peu triste. Et donc, pour revenir à ce film est absolument, absolument déchirant. Déchirant. Et les dialogues, on a juste envie de d'écrire tous les dialogues et de les noter tous, quoi. Voilà. Je voulais en mettre plus dans le livre, je me suis dit qu'il fallait que je me calme. Calm down. Je reste mesurée. Ouais. Franz dit à un moment qu'il aime les jeunes femmes touchées par une sorte de poésie des êtres qui ne ressemblaient à personne, toujours dotés d'un esprit vif bien à elles. C'est une Mm. définition que l'on pourrait appliquer évidemment à Clara, mais aussi à l'héroïne type de Caroline Bongrand. Y a-t-il, depuis Manhattan des Arrois, une même femme qui traverse tous vos romans sous des noms finalement un petit peu différents? Alors, j'ai des soupirs qui arrivent. Euh, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas que des femmes amoureuses dans mes livres, mais enfin, il y en a quand même assez souvent, un livre sur trois, on va dire. Euh, oui, elles ont sans doute un point commun, c'est de bah, peut-être qu'elles ont ce fameux pourquoi pas.
et qu'elles ont tendance à... Alors Clara non, mais les autres ont eu un peu tendance à projeter un peu vite dans des histoires d'amour. Et, mais je ne sais pas si elles sont toutes poétiques. Je ne sais pas. Dans les présences, je ne sais pas si l'héroïne est poétique. Elle est mère célibataire d'un enfant muet. C'est très compliqué. Donc je ne sais pas si elle a le temps ou la possibilité d'être poétique. Je pense que dans le fond, c'est une femme poétique. Mais ce qu'on voit un peu vers la fin du roman Les Présences, euh, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elles sont toutes assez sensibles et à un moment de l'histoire un peu désemparées. Mais selon les époques de mes romans, elles ont plus de peps et elles se redressent. Enfin, je pense qu'avec le temps, mes héroïnes sont un peu plus fortes, on va dire. Je déteste cet adjectif, mais bon, c'est ça. Très bien. Alors tout à l'heure, on a parlé un petit peu de structure ou d'absence de structure, dont vous parliez juste à l'instant. Non, il y a de la structure, Il y a il de y a la une structure, structure. Et mais mais oui, mais ce que je pas de voulais vous dire sur la travail. structure, c'est que j'ai, voilà, pas de la structure technique. Je ne prévois rien, je me lance dans la voiture. Et... Ce que je crois, c'est que la structure narrative est en chacun de nous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des cours d'écriture. Quand on rentre de sa journée et qu'on parle à quelqu'un et qu'on lui dit mais t'es arrivé un truc incroyable aujourd'hui ou un truc complètement anodin, on raconte avec un début, un milieu et une fin. Et soi-même, dans la manière dont on raconte les choses, on met une certaine emphase, même quand il s'agit d'un truc complètement idiot. Hein. Il n'y avait plus de baguettes à la boulangerie, j'y suis allée, j'ai essayé. Il n'y en avait plus, il est allé regarder derrière, il y a une espèce de suspense. Tout ce qu'on raconte dans la vie a une espèce de tension dramatique, même sur des sujets complètement sans intérêt. Et donc, nous savons tous raconter une histoire avec de la tension. Voilà. Et donc la structure, pour moi, la structure, elle est archaïque, humaine, et elle date de millions, ou je sais pas, d'années, en tout cas de milliers d'années. Et donc, ensuite, c'est l'écouter. Donc, humblement se mettre au service d'une narration et choisir l'histoire qu'on raconte. Et je pense que les choses se mettent en place. Ensuite, ce qui est vraiment difficile, c'est finir l'histoire. Ça, c'est hyper difficile. Alors l'emphase, ça dépend si on est séfarade ou ashkénaze. Mais Bah ouais, Ashkefarak, ça marche aussi bien. pour la structure, j'aimerais qu'on parle de la structure du livre, puisque certains chapitres sont dans l'œil, dans la tête de lui, les autres sont dans la tête d'elle. C'est Ouais. une structure qui permet aussi, justement, sur cette question d'événements racontés par une personne, évidemment, la vérité et la manière de raconter est différente. On n'accentue pas Mm. forcément sur les mêmes choses, pas sur les mêmes Ouais. détails. Et là, pour le coup, la structure narrative est véritablement très bien ficelée parce que on est dans la tête des deux personnages. Pourquoi vous avez choisi ce procédé-là? Écoutez, c'est venu tout seul. J'ai pas choisi. En fait, au bout de 4 chapitres de Clara, je me suis dit, ce serait pas mal aussi d'avoir son point de vue. Et je voulais que son écriture à lui soit totalement différente. Lui est beaucoup plus cultivé, précis dans son écriture, dans sa manière de penser. C'est un homme de 1937 et elle est un peu plus, on va dire, relâchée, mais enfin, elle est plus cool. Donc, c'est pas la même écriture et je pense que dans toute histoire, entre deux personnes, euh, il y a évidemment deux points de vue, mais il y a deux émotions différentes. Comme vous le disiez, il y a deux manières de vivre et de ressentir les choses. Et parfois, enfin, c'est les hommes viennent de Vénus et les femmes de Mars, ou le contraire, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, je ne sais jamais. Cette espèce de livre best-seller mondial disait que les hommes et les femmes ne pensent pas du tout de la même manière. Euh, je crois que c'est intéressant d'avoir les deux points de vue sur une histoire qui a été aussi importante pour Clara et pour France. Et puis Clara, elle achète ses œufs par boîte de 8. C'est une Ouais. des répliques les plus drôles et à la fois les plus tristes du roman. Elle a aussi perdu sa mère 2 ans avant le début de l'histoire. Son père est parti depuis longtemps. Elle n'a donc plus personne. Ce roman, il commence comme un roman sur la solitude et non pas sur l'amour. Est-ce que vous aviez Ouais. conscience d'écrire aussi un livre, un roman sur le manque? Non, d'abord, je n'ai conscience de rien quand j'écris. C'est après, en général, on me le dit. Ouais, vous me le dites, donc je le découvre. Je ne m'en rends pas compte du tout. Oui, je sais que c'est un livre sur la solitude. Au début, c'est un livre sur la solitude parce que je trouve que enfin, les gens souffrent d'une solitude immense et de plus en plus.
quel que soit l'âge d'ailleurs. Ça commence très tôt et ça, voilà, la solitude, c'est un peu la grande histoire même de tout le monde en fait, parce qu'il y a toujours un moment où on est seul, même quand on est entouré. Je dis des platitudes là, non? Oh, non, 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 pas du tout. Ok. Donc oui, c'est un roman sur la solitude et en fait, elle fait un constat. Elle est pas, enfin, je pense pas qu'elle soit dans la plainte, dans la complainte, mais c'est sa vie en fait. C'est sa vie. C'est la vie d'une fille de 36 ans aujourd'hui qui parce que c'est compliqué l'amour et l'amour pour cette génération est très compliqué, très compliqué. Et elle n'a pas envie de quelque chose d'à moitié, comme elle le dit, elle n'a pas envie de vivre des miettes, elle n'a pas envie d'aller sur les applis, ou peut-être qu'elle y est déjà allée d'ailleurs et ça lui convient pas. Elle a envie de quelque chose de grand. Je veux dire, l'amour, euh, si on se dit qu'on aimerait vivre une histoire d'amour, on a envie de vivre une histoire d'amour grande et belle. Donc, elle a renoncé à ça, mais quand on renonce à quelque chose, on n'y renonce évidemment jamais. On se dit qu'on y a renoncé. Mais c'est pas vrai, parce que personne ne peut renoncer à la grande beauté de la vie. Et la grande beauté de la vie, c'est l'amour. Ce sont ces sentiments-là, réciproques, partagés. Ça, c'est la grande beauté. Que si on est seul à éprouver quelque chose pour quelqu'un, c'est plutôt la grande douleur ou la grande solitude. Mais quand c'est partagé, c'est l'immense beauté de la vie. Voilà. Et puis Clara, surtout, elle est costumière. Elle donne une seconde peau aux acteurs. Elle date les vêtements comme d'autres lisent un peu les visages. Quand elle arrive à Mhm. Vienne, d'ailleurs, son premier réflexe, il est professionnel. Elle reconnaît les Ouais, cols structurés, les chaussures à boucles, les chignons bas. Et ce ouais. regard du métier, ça lui sert finalement un peu d'armure dans l'impossible. Mais ça aussi, ça lui sert également aussi à séduire Franz. Le costume, il est dans ce roman, à mon sens, c'est ce que j'ai lu en tout cas, une sorte de métaphore de l'amour lui-même, cette capacité à voir l'autre tel qu'il est vraiment. On a l'impression que l'habit fait le moine dans ce roman. Il la remarque dans ce café parce qu'elle a les cheveux lâchés, ce qui à l'époque était inenvisageable. Les femmes qui ont les cheveux lâchés sont les prostituées, ou c'est une femme le matin quand elle se lève ou le soir quand elle se couche. Donc déjà ses cheveux enfin, on voit un message étrange. Qui est cette femme? Est-ce que c'est une gitane? Enfin, d'où vient-elle? Et effectivement, les vêtements, enfin, on ne peut pas ne pas remarquer ces vêtements, une jupe ample, elle a des baskets, ses sockets fluo, enfin, elle détonne complètement dans Vienne. Et d'ailleurs, tout le monde enfin, tout le monde, beaucoup de gens la regardent. Quand elle est dans une boutique, on la regarde. Enfin, elle détonne. Elle est habillée comme une fille un peu à la mode de 2025. Et donc, il la remarque par ses vêtements et ses cheveux, effectivement. Voilà. Et puis elle est quand même très particulière, cette Clara, parce qu'elle a un peu la tendance à l'auto-sabotage, un peu. On a l'impression qu'elle prend des décisions radicales, qu'elle s'emballe, et puis après qu'elle se retrouve avec des vraies sueurs froides. C'est une héroïne qui agit avant de penser. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais finalement, avec ce que vous avez dit au tout début, il y a quand même des similitudes. Et qui assume ensuite. Voilà. Est-ce que pour vous, Ah, c'était aussi important qu'elle soit pas héroïque, mais qu'elle soit simplement humaine? Que ça ne soit pas parce qu'elle avait, entre guillemets, la possibilité de changer le destin. Euh, et pour le coup, on a vraiment l'impression qu'elle est simplement humaine, que vous ne vouliez pas en faire une égérie ou quelqu'un qui allait sauver véritablement une partie de la population. non, non, c'est une fille normale, comme tout le monde. Oui, elle me ressemble. Moi, malheureusement, j'agis avant de penser. Je réfléchis après. Et l'auto-sabotage, c'est un très grand sujet humain. Je veux dire, on est très, très nombreux et nombreuses sans en être nécessairement bien conscients, parfois à organiser notre trébuchage malgré nous. Trébuchage ou trébuchage? Bon, on ne sait pas si ça existe, mais c'est pas grave. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Occurrence une. Ok. De l'autre côté, on a Franz, qui n'est pas, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Jules Brandeis. Il est Ouais. tchèque, juif. Il fabrique de faux papiers pour la résistance. Et en même Mhm. temps, il y a une trappe avec tout le matériel du faussaire. Là, pour le coup, on ne trahit Ouais. rien. C'est un homme qui fabrique des mensonges pour défendre une Mhm. vérité, un peu comme un romancier. Est-ce que vous aviez pensé à Ouais. ce parallèle? Non.
Non, non, mais je vous dis, une fois quand j'écris une histoire, en fait, je ne me rends compte de rien. J'écris seulement l'histoire. Et après, c'est le retour des lecteurs qui me fait constater qu'effectivement, euh, il y a ici une métaphore, etc. Je n'en ai aucune idée et je n'ai aucun recul avec mon livre. Mais aucun. Aucun. Donc, moi, je ne vois que l'histoire. C'est les personnages qui vous happent autant qu'ils vous imprègnent totalement. En fait, qu'est-ce qui est le plus important pour vous en tant que romancière? Est-ce que ce sont les personnages? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est le tissu narratif? Qu'est-ce qui vous permet de d'écrire parce que vous avez quand même, mine de rien, beaucoup écrit. Enfin, beaucoup écrit, c'est pas non plus un livre par an, mais vous avez quand même écrit un certain nombre de romans, une quinzaine. Qu'est-ce qui vous façonne quand vous écrivez? Qu'est-ce qui vous intéresse finalement? Euh, bah, j'allais dire vivre d'autres vies que la mienne, mais en fait, j'aime mes personnages. Je les aime. Je les aime totalement. Euh, mais je ne pars pas d'un personnage. Je ne pars pas d'un personnage. Je pars d'une idée d'histoire. Et ensuite, l'idée de l'histoire arrive en premier. Voilà, toujours. Mais l'histoire, je peux la voir en trois lignes, hein. Elle est totalement non construite, non déployée et complètement intuitive. J'aimerais raconter cette histoire, mais ensuite, je ne sais pas forcément comment la raconter. Mon roman précédent, donc Les Présences, j'ai eu l'idée d'un moment du livre qui dure 4 pages, il y a, je sais pas moi, 10 ans, je ne sais pas combien de temps, et je suis restée pendant toutes ces années à me dire, mais qu'est-ce que je fais avec? Et puis soudainement, je me suis dit, OK, autour, il y a ça. Voilà. Et ça, ce sont les personnages et ça. Euh, voilà, donc j'ai l'idée de l'histoire, j'aimais, j'aimais l'idée d'une femme qui se retrouve comme ça dans le passé et qui va essayer de prévenir. Voilà, mais j'avais juste ça, quoi. Et, euh, et j'aime mes personnages, je les aime vraiment. Je vis ce qu'ils vivent. Je vis vraiment ce qu'ils vivent. Donc, quand quelqu'un est triste, je suis triste. Quand il y a une séparation, je suis effondrée. J'essaie de ne pas mettre des larmes sur mon clavier parce que je sais que mon ordinateur s'abîmer. Mais non, non, je vis complètement ce qu'ils vivent, hein. L'exaltation, la joie, la peur, enfin, je suis dans leur état, à tous les deux. Et en l'occurrence, c'était vraiment les deux. J'étais les deux personnages. Parfois, je suis un personnage. S'il y a une narratrice ou un narrateur seulement, je suis ce personnage-là je tremble, je m'inquiète. Voilà, enfin, je vis vraiment. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, d'autres vies que la mienne. J'ai vécu de très, très nombreuses vies grâce aux personnages de mes romans. Oui. Est-ce que c'est une sorte de fantasme de repartir en 1937, un fantasme parfois un peu glauque, hein, clairement, mais est-ce que vous auriez eu envie de retourner à cette époque-là pour changer le cours d'un destin? Est-ce que c'est véritablement ça aussi qui fonde votre envie de parler de cette histoire-là? On a Ça, tous je eu pense. envie, à un moment donné, de vouloir changer l'histoire, de Alors, vouloir la c'est un peu modifier. obsessionnel. Pardon, je vous interromps. Oui, pardon, allez-y, Allez-y, pardon. allez-y. Non, non, Oui, allez-y, voilà. allez-y. On a toujours eu, enfin, en tout cas, moi j'ai souvent eu cette envie-là de faire finalement une uchronie. C'est quasiment une uchronie, c'est une uchronie finalement ce que vous avez écrit aussi. On a véritablement l'impression que le sens du détail fait basculer l'histoire avec un grand H, mais aussi l'histoire avec un petit H avec ces deux personnages-là. Euh, mais est-ce que c'est ce fantasme-là de vouloir modifier le cours de notre histoire? Alors, évidemment, et je pense qu'on doit être assez nombreux à se dire que si on avait vécu à ce moment-là, à cette époque-là, on aurait essayé de faire quelque chose, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Moi, mon père m'a eu très tard. Mon père m'a eu pratiquement à 50 ans et mon père était résistant. Et mon père a vu les Allemands défiler sur les Champs-Élysées. Il avait son bac en poche et ça l'a rendu fou. Et il a essayé de trouver un moyen de s'engager dans la résistance. Il n'a pas trouvé. Il l'a trouvé au bout de 2 ou 3 mois, alors, en croisant un de ses profs de son lycée. Et là, il est entré là-dedans. Euh, il a vraiment essayé. Il a vraiment essayé et il est resté résistant et il s'est fait attraper. Il a été torturé. Enfin voilà. Mon père avait toujours les mains dans sa bouche parce qu'on lui avait notamment arraché les ongles. Il a été torturé. Voilà. Et je sais que tous ses amis de résistance sont morts.
Enfin, je veux dire, il y en a trois qui sont pas morts, enfin la plupart sont morts. Donc, je dis, moi, je suis très habitée par ces sujets-là. Très humblement, moi, je ne sais pas. Je veux dire, si maintenant on me proposait de faire comme Clara et de me retrouver en 1937, je ne sais pas si j'aurais le dixième, le centième de son courage, franchement. Je suis pas sûre. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas sûre. C'est-à-dire qu'on voudrait, on aimerait euh, avoir le, le courage, l'intelligence euh, de, de déployer tout ce qu'on peut pour changer ce qui est arrivé. Ça, c'est certain. Euh, Ensuite, ça dépend aussi de son talent personnel. Vous voyez, moi, mon seul talent, c'est d'écrire des histoires, donc je ne sais pas très bien comment ça aurait pu aider qui que ce soit, à part écrire des fausses lettres. J'aurais pu écrire des bonnes fausses lettres. Mais Pas mais oui, d'auto-sabotage, Caroline. non, 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 mais non, non, mais moi, je n'auto-sabote plus. Je l'ai beaucoup fait hein, pendant un certain nombre de décennies. Je ne le fais plus maintenant, c'est fini. Donc, oui, donc, enfin, si on me proposait maintenant d'y aller, d'abord, je prendrais 6 mois de cours de boxe, je ferais du Krav Maga, je me ferais coacher. Non, non, et à ce moment-là, j'y vais, d'accord, voilà. Mais ce que je disais, enfin, je me répète, mais enfin, on rêve tous. Non, parce qu'en allant là-bas et en étant résistant, on va quand même se faire attraper. Enfin, il y a quand même 9 chances sur 10 de se faire attraper, de se faire torturer, de se faire tuer. Mais c'est ce que dit Clara. Clara dit, est-ce que c'est pas un risque qui vaut la peine d'être pris si ça permet de sauver 5 personnes contre une vie, vous avez sauvé 5 personnes, 20, et puis ces 20 personnes auront des enfants, qui auront des enfants, qui auront des enfants, et c'est l'histoire de Nicolas Winston que vous connaissez peut-être, et voilà, les gens qui l'ont sauvé aujourd'hui, ça fait des centaines, voire des milliers d'enfants qui sont nés de tous les gens qu'il a sauvés. Enfin, c'est valable de tous les justes d'ailleurs, de tous les justes. Donc quand on voit tous les gens il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui euh, grâce à ce courage et cet héroïsme, enfin bon, donc, je sais pas. Je pense que j'aurais pas eu suffisamment de courage et que c'est peut-être pour ça que j'ai écrit ce roman. Très bien. Le roman, donc on a dit tout à l'heure, qui alterne entre les deux voix, et en même temps, en effet, ils sont quand même très différents l'un et l'autre. Clara parle beaucoup, Franz, il retient beaucoup de choses finalement, et on a l'impression que c'est l'alchimie parfaite aussi dans ce couple-là. Véritablement un couple, on a vraiment l'impression que c'est un couple, je vais pas dire modèle, parce que j'aime pas forcément ça, mais il y a quand même une alchimie de complémentarité qui est quand même extrêmement forte. On a vraiment cette impression-là que ils sont clairement réels, ça c'est une évidence. Moi je les ai imaginés vivre l'un à côté de l'autre au quotidien. Je les ai vus se séduire également, et c'est peut-être la phase aussi la plus amusante entre guillemets parce qu'ils se vouvoient pendant longtemps. Et il y a à un moment donné un changement qui marque une véritable rupture extrêmement puissante de ce que j'ai trouvé. C'est vrai que quand on passe du vous au tu, il y a une émotion particulière. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à ce moment-là. Ce que je voulais vous poser comme question sur ça, c'est véritablement comment on crée des personnages aussi impliqués l'un et l'autre quand on ne les côtoie pas. On a l'impression que vous les avez clairement inventés. Alors, peut-être qu'ils sont inspirés de personnes autour de vous à un moment donné ou quelques bribes, mais quelle est la magie pour créer deux êtres qui paraissent totalement réalistes, alors qu'ils sont à 70 ans d'intervalle, un peu plus même, 80. Euh, Est-ce je, qu'ils vous émeuvent, ces personnages? Est-ce qu'ils sont encore là après l'écriture du texte? Quel impact ils ont eu sur vous aussi pendant l'écriture et après surtout? Quand j'ai écrit ce livre en étant très nourrie de sentiments amoureux. Et donc, je pense que j'ai pu transmettre à Clara et Franz euh, cet immense amour. Donc, ils ont bénéficié de sentiments que voilà, que j'ai pu connaître quand je l'écrivais et que je peux connaître. Voilà. Et, euh, et c'est ça qui fait, je crois,
Alors, j'ai, enfin, je veux dire, je suis capable d'écrire une histoire d'amour sans avoir eu ces sentiments, mais la véracité. euh, Ces personnages ne sont inspirés par personne, mais ils sont nourris de, voilà, de mes sentiments à moi. Et voilà. J'en dis sans en dire, c'est compréhensible ou pas? C'est compréhensible et ça s'explique en effet par l'émotion qui traverse le roman. Oui, si en effet c'est plus personnel, c'est encore plus logique. Cette époque-là, Vienne 1937, elle est aussi habitée par des fantômes réels. Stefan Zweig, Joseph Roth, Freud, sa fille, Billy Wilder évidemment aussi. Comment on mêle finalement la vérité historique et en même temps le côté romancé? Est-ce que c'est ça le plus intéressant, c'est d'aller dans les creux, d'imaginer ces personnalités connues, reconnues, talentueuses, qui sont au contact de ces deux personnages totalement imaginaires? Est-ce que ça vous a animé? En tout cas, moi, ça m'animerait en tant que romancier d'aller creuser dans ces personnages-là dont on sait finalement beaucoup de choses et que il y aura peut-être encore quelques creux dans ces personnages-là, mais on a déjà tout dit d'eux, mais en même temps, les faire exister, coexister avec Clara et Franz, ça donne aussi un sel différent. Alors, moi, je crois que on ne connaît pas tout. Voilà. On ne connaît pas tout de l'histoire, de ce qui s'est passé. Euh, L'histoire a été racontée. Euh, des gens ont écrit leur autobiographie, des gens ont écrit des biographies sur un certain nombre de personnages, des gens ont raconté des époques de l'histoire. Mais on voit bien quand on vit, nous, au quotidien, si un historien venait et racontait euh, la vie de... Enfin, ou un biographe, en fait, il passerait à côté d'énormément de choses. D'accord. Et donc, je crois qu'il y a effectivement, je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, vraiment. Euh, peu d'humilité. Euh, je crois qu'il y a des interstices et il y a aussi sans doute un culot de ma part de me dire euh, pourquoi pas. Je veux dire, Billy Wilder, sa mère, je crée des scènes entières, des scènes, je veux dire des chapitres entiers avec la mère de Billy Wilder dans cet hôtel, Hôtel City. Donc la mère de Billy Wilder avait un hôtel à Vienne qui s'appelait l'Hôtel City. Bon, euh, Franz s'est inventé, il est dans l'hôtel de la mère de Billy Wilder. Elle a vraiment existé. Franz s'est inventé. Donc effectivement, je mêle, euh, non seulement je mêle de l'existant avec de l'inventé, mais je décris précisément cette femme, sa soupe préférée, le médicament qu'elle apporte à Clara quand Clara est malade, ses expressions, euh, sa façon de parler, ses souvenirs, ses larmes, sa complicité avec son deuxième mari, enfin, comme si je les connaissais, et comme si, mais pour ça, je crois, mais je suis un peu flashée, hein, je suis un peu flashée, moi je crois beaucoup à la connexion entre les âmes, je crois beaucoup à, en fait, moi je crois que l'écrivain n'a pas forcément de, je vais pas dire de talent, mais je pense que beaucoup de choses nous sont données. On capte, voilà. L'écrivain capte des histoires. Et il est peut-être moins créatif qu'on qu'on ne pourrait le croire. Qu'on pourrait le croire. Voilà. Et, euh, et donc, il ne s'agit pas de faire tourner des tables ou de tirer les tarots. Je n'ai rien contre les tarots. Euh, mais il y a quelque chose de l'ordre de... En fait, dans l'imagination, j'ai l'impression qu'on capte des choses qui existent ou ont existé. Et c'est ce que dit d'ailleurs, je crois que Franz en parle à un moment en parlant de son grand-père ou son oncle ou son père, enfin je ne sais plus qui dit le temps est un leurre, nous vivons à la fois le passé et le futur, nous connaissons le futur sans savoir que nous connaissons le futur. Et, et donc, voilà, donc quand je parle de cette femme et son hôtel en 1937, je n'ai aucun problème à le faire parce que je suis moi-même dans l'hôtel. C'est-à-dire que j'ai l'impression de vivre dans cet hôtel. Je peux vous décrire l'hôtel. Enfin, je n'ai pas tellement décrit, puisque je ne décris pas tellement les décors. Mais si maintenant vous faites une interro écrite 40 pages, je peux vous écrire, tout vous décrire de l'hôtel. Je le vois. Je le vois. Et pour moi, il existe.
Alors que ce truc-là, maintenant, c'est devenu probablement un building ou je ne sais pas quoi, un centre commercial, enfin, j'en sais rien. Mais, ou peut-être que c'est encore un immeuble où vivent des gens. Mais donc, je me sens très à l'aise dans l'imagination et je n'ai pas l'impression d'imaginer, en fait. J'ai l'impression de capter des trucs qui sont vrais. Voilà. Même si je comprends bien qu'un voyage dans le temps, a priori, ça n'existe pas. A priori. A priori, très bien. Ouais. Il y a un moment qui m'a vraiment marqué, c'est ce moment extraordinaire où Clara explique à Franz les déportations, les camps, la nuit de cristal, les millions de morts qui vont arriver. Franz blêmit. Clara comprend trop tard qu'elle a détruit leur journée et elle dit d'ailleurs pourquoi n'étais-je pas restée dans le vague? C'est une scène aussi sur le poids du savoir, sur la violence d'un témoignage. Comment vous l'avez écrite, avec quelle retenue et surtout à sa place, que lui aurez-vous dit? Sur quels éléments vous auriez insisté? Racontez À France, vous voulez dire? à France, ouais, 2 ans, 3 ans, 4 ans de déportation, d'extermination. Sur quels éléments on accentue le trait? Comment on peut décrire l'avenir de ce qui va se passer là à quelqu'un qui ne le connaît pas encore? Ça m'a beaucoup fait penser aussi à la situation des Juifs aujourd'hui en France qui, évidemment, réfléchissent à partir ou pas. Clairement, on est évidemment pas forcément sur les mêmes thématiques, mais en tout cas sur le choix et sur la manière de raconter un témoignage. J'ai eu cette impression-là, ce parallèle-là. J'aimerais que vous nous parliez de ce moment-là, parce que si on avait ce pouvoir, sur quoi on insiste? Comment on raconte à un individu ce qui va se passer dans les 50 prochaines années, ou même pendant les 2 ou 3 prochaines années qui arrivent, vu les événements qui sont survenus entre 37 et 45? Je vais vous citer une phrase de Brecht que j'aime énormément. Euh, un passeport est plus précieux qu'un homme. Un homme peut se fabriquer n'importe où, pas un passeport. Donc, euh, pour moi, c'est le temps. La chose la plus importante, c'est le temps. C'est combien de temps reste-t-il euh, pour bouger? Pour moi, c'est ça le plus important. Combien de temps reste-t-il? Voilà. Ensuite, en ce qui concerne Clara, je voulais que Clara connaisse le sujet comme beaucoup de gens connaissent le sujet. Je risque d'éternuer, j'éternue par série de 10, je vous préviens. Si ça arrive, je parlerai d'autre chose. Je voulais que Clara ne soit pas tellement connaisse et ne connaisse pas trop, qu'elle connaisse comme tout le monde qui a étudié ça. J'ai un des enfants qui passe le bac, donc qui a étudié ça en classe, au lycée. Alors, je lui ajoute que dans ses différents boulots qu'elle a fait pour des films, elle a dû donc coudre un certain nombre d'étoiles jaunes. Là, elle travaille sur un film de passeur. Enfin, au début du livre, elle fait des recherches pour un film, une comédie, et c'est passeur dans les Hautes-Pyrénées, donc pour les gens qui veulent s'échapper, qui veulent survivre, partir. Donc je voulais qu'elle connaisse, mais je ne voulais pas qu'elle connaisse non plus comme quelqu'un qui a lu beaucoup sur le sujet, etc. Je voulais qu'elle ait une connaissance superficielle et dramatique. Enfin, dramatique, en fait, exacte, mais superficielle. C'est-à-dire qu'elle a les grandes lignes, elle a les grandes infos, mais elle ne peut pas aller tellement dans le détail. Voilà. Euh, et, euh, et en revanche, lui, il sait très bien ce qui se passe en Allemagne depuis 1933. Lui, il sait très bien parce qu'il lit le journal. Euh, il est très informé. Mais il sait ce qui s'est passé en 1936, donc des accords entre l'Autriche et l'Allemagne, ou notamment une question d'alignement sur la politique étrangère, mais l'administration à Vienne, à partir de 1936, devient à moitié dirigée par des nazis. Donc, il voit que ça arrive, mais donc, il est inquiet, mais il ne se rend pas forcément compte de ce qui va arriver après. Et c'est le clash entre euh, son inquiétude à lui, où il espère tout de même que les choses vont s'arranger, parce que c'est la nature humaine, on espère que les choses iront mieux. Euh, Ensuite, c'est le truc de Billy Wilder, justement, avec les optimistes et les pessimistes. Les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes ont fini à Hollywood. Qui est une grande phrase de Billy Wilder.
Je ne sais plus ce que je vous disais, je me suis perdue dans ce que je vous racontais. Mais donc elle, je voulais qu'elle raconte les choses comme ça, mais chez lui, ça a un écho évidemment très profond et puissant, puisque lui, il est au courant de tous les détails de ce qui est en train de se passer en Allemagne, les brimades, les exclusions, et le début d'ailleurs, je crois, le début des déportations. Euh, Pas encore peut-être dans des camps d'extermination, mais dans des camps de travail. Et puis, donc lui, il percute très très bien quand elle lui dit ça, alors que en fait, lui comprend mieux ce qu'elle dit, dire qu'elle m'aime. Voilà. Et elle, elle est un peu la fleur au fusil, enfin un peu, elle a cette espèce de naïveté. Euh, Enfin, elle-même ne comprend pas la gravité. Mais prenez aujourd'hui quelqu'un qui est en terminale, en troisième ou en seconde, et vous lui parlez de ce sujet. euh, Quand c'est le chapitre 23 de votre livre d'histoire, je veux dire, on ne mesure pas nécessairement ce que c'est. Je veux dire, enfin, moi, je le mesure parce que moi, j'ai lu 40 livres sur le sujet, que j'ai vu des films, j'ai vu des documentaires, j'ai écouté des gens raconter des histoires, des survivants, etc., des gens qui... Moi, je suis imbibée de ces sujets-là. Mais si on n'est pas imbibé de ces sujets-là, sont des informations enfin, comme Clara, c'est-à-dire que on a à peu près une idée des chiffres, on a à peu près une idée des trajectoires, on a à peu près une idée de la chronologie, et c'est tout. Donc Clara, elle est assez light dans cette histoire. Elle veut faire quelque chose, tout à son honneur, mais c'est tout à son honneur, mais en réalité, enfin, elle connaît cette histoire-là par, oui, par les films sur lesquels elle a travaillé et ses souvenirs de secondes. Vous avez vu comme je vous réponds longuement à vos questions. Ouais, non, mais il faut, en effet, D'accord. c'est une Pour moi, masse. c'est génial. C'est génial de pouvoir répondre comme ça. C'est extraordinaire. Oh, très bien. C'est en effet un des rares médias où on peut répondre sans aucune limite de temps. Donc profitez-en. Ne me Caroline. dites pas ça. C'est le moment de nous lire un premier extrait. Caroline, c'est à vous. Ah, c'est moi qui dois lire un extrait? Et oui, Mais on me l'a pas dit ça. Attendez, mais j'ai mon livre à côté, on a de la chance. Attendez. Eh oui, c'était dans la première partie. J'ai eu deux mails en fait. J'ai eu deux mails. Donc, alors, un extrait. Mais alors, je ne sais pas moi maintenant. En plus, je n'ai pas du tout préparé. Là, j'ai mon livre au pif. Bon, dites-moi ce que vous préférez comme chapitre et je lis le chapitre que vous préférez. Moi, je les aime on tous. va commencer par le premier déjà. Ah oui, le premier. Et puis on fera Ah un ouais, autre non, c'est chapitre à là, la fin sur lui, pour ouais, avoir non, les mais deux. c'est là, voilà, ça c'est typique. Alors, typiquement féminin. Je vous dis, choisissez votre chapitre et je vous dis non, en fait, j'en préfère un autre. Eh oui. Alors, donc, chapitre 4. Vous n'êtes pas fâché contre moi, je fais le Non, 4. promis que non. J'ai rejoint ce que je pensais être la rue de Rivoli pour y découvrir un énorme plateau de cinéma. C'était incroyable. J'estimais au moins 200 figurants. Réflexe professionnel, je datais. Le chapeau cloche, les ceintures pour marquer la taille, les boutons décoratifs, les cols structurés, la longueur des jupes, les chaussures à boucles ou à boutons, les talons de seulement quelques centimètres, les coiffures, carrés souples ou chignons bas. L'histoire se déroulait dans les années 1930. Les bermudas de laine à bretelles et les chaussettes montantes des enfants m'évoquaient les choristes, le ruban blanc, au revoir les enfants. J'avais en tête le troisième homme et Romy Schneider dans La Passante du Sans Souci. Étrangement, l'attirail de certains des figurants échappait à mon œil de lynx. Ce devait être une production américaine, un budget colossal. Quand on dépense autant d'argent, c'est pour rentabiliser le décor. Il devait donc plutôt s'agir d'une série, un drame historique. Mais comment une production avait-elle obtenu de la mairie, et en plein mois de mai, l'autorisation de déployer au cœur de Paris une si grande reconstitution scénique à s'y méprendre? Ce genre de tournage est habituellement réservé au mois d'août, lorsque les Parisiens sont en vacances. Tous les immeubles et boutiques avaient été recouverts de fausses façades, m'évoquant l'Europe centrale. Pourquoi choisir de tourner ici plutôt qu'en Pologne ou en Tchéquie, réputé beaucoup moins cher? Avec un tel budget, la série serait signée d'un grand nom. Je cherchais des yeux l'équipe de tournage. Personne et aucune caméra. Rien non plus sur les toits, les balcons. Ce qui me surprenait aussi, c'était le ciel. On peut faire pleuvoir de manière artificielle avec des sortes d'arroseurs géants, mais on ne peut pas créer un ciel gris et nuageux à partir d'un bleu éclatant, ou alors en post-production. Le temps avait peut-être tourné. Il faisait plus frais. Je continue ou j'arrête? Oui, oui, vous Je pouvez. continue. Oui, oui, continuez. J'ai marché, balayant du regard une avenue que je ne reconnaissais pas, puis j'ai pris une direction qui, je le croyais, me rapprocherait de la Seine. J'ai cheminé un bon quart d'heure, je continuais de croiser des gens à l'allure d'autrefois, parlant presque tous allemand, langue que je ne parle pas, mais c'est évidemment distingué. D'autres figurants, ce film battait tous les records.
J'imaginais la rage des automobilistes, forcés d'emprunter des voies alternatives dans des embouteillages monstrueux. J'ai aperçu la Seine et accéléré le pas. Les quais n'en étaient pas. Se trouvaient sur chaque rive pléthore d'entrepôts et bâtiments industriels, et sur l'eau des péniches anciennes. Où était passée la conciergerie, Notre-Dame, le Pont-Marie, le Pont-Neuf? J'ai rebroussé chemin aussi vite que je pouvais. Soudain, j'ai commencé à me sentir mal, une angoisse, couplée à une sale intuition. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, mes jambes tremblaient. Quand l'angoisse s'enclenche, c'est un peu comme la fièvre. Il faut du temps avant que ça ne retombe. J'ai pris appui contre le mur d'un immeuble, mes paumes m'étalées sur la pierre. C'est quelque chose que j'ai lu quelque part. En cas de panique, trouver le moyen de se réancrer par les mains ou les pieds. J'essayais de me remémorer ces repères visuels qui m'avaient marqué. J'ai réussi à retrouver mon point de départ, mais je ne voyais pas de porte. J'ai scruté le sol à la recherche d'une trappe. Il n'y en avait pas non plus. Le vertige. Comment partir d'ici? J'étais coincée avec tous ces inconnus. Je ne savais pas très bien ni où ni quand. Était-ce un cauchemar? Je me suis mordu la main pour vérifier. Non, j'étais bien debout et réveillée. Dans une situation déconcertante, le premier réflexe de l'être humain est de tenter de cerner son environnement. Je devais donc comprendre où j'étais. J'ai pris mon téléphone, comptant sur la géolocalisation, mais ma 5G ne fonctionnait pas. Je me suis approchée d'un groupe d'étudiants, carton à dessin sous le bras. À en juger par leur accoutrement, nous étions bien dans les années 1930. Ils parlaient allemand, eux aussi. Berlin, Francfort, Munich. J'ai repéré un kiosque, seulement des titres allemands. New Freie Press, Arbeiter Zeitung, Der Morgen, etc. Le vendeur de journaux portait un nœud papillon à sa chemise, un grand tablier de cuir roux avec une poche pour la monnaie et une casquette. Je me suis approchée de lui et j'ai dit Berlin. Il m'a alors montré du doigt un journal. Je me suis penchée pour regarder la date du jour. 10 mai 1937. En allemand, mai s'écrivait comme en français. Je l'ai remercié et j'ai passé mon chemin. Derrière les immeubles qui me faisaient face se dressait une cathédrale spectaculaire, mais il n'y a-t-il pas de tels édifices dans toutes les grandes villes d'Europe? J'ai avancé vers une terrasse de café, les chaises étaient en bois. J'ai lu ce qui était écrit au-dessus de la carte, affiché à l'extérieur. J'étais à Vienne et le fleuve en contrebas, c'était le Danube. Fin de l'extrait. Merci Caroline. J'aimerais qu'on parle du titre, puisque le titre est aussi, alors on ne peut pas trop en parler, mais il est à la fin du texte, voilà, qui révèle son origine. Il vient d'où ce titre concrètement, La folie nous guette, mon amour? C'est rare d'avoir quasiment un vers finalement dans un titre. En tout cas, quand on est romancier de manière contemporaine, c'est plutôt rare. À une certaine époque, c'était un petit peu plus fréquent. Pour le coup, là, en ce moment, c'est un petit peu plus rare. Est-ce que c'est comment on choisit finalement ce titre-là? Parce que l'étendue du texte, vous auriez pu avoir 50 titres possibles, et je pense que c'était peut-être le cas, peut-être Non, en titre de travail, non, ça a c'est vrai? toujours été celui-ci, toujours. Ok, alors sur quoi il débouche finalement? Pourquoi c'est celui-ci? Qu'est-ce que cette phrase, qu'est-ce que ce vers déclenche finalement à travers ces deux personnages et à travers votre histoire? J'ai trouvé le titre du livre alors que je commençais à peine à l'écrire. Le titre est arrivé immédiatement et je pense que j'ai rêvé toute ma vie d'un titre avec ces deux mots, mon amour. Voilà. Et je n'y avais pas particulièrement pensé avant, mais je trouve ça extrêmement beau d'avoir ces deux mots sur une couverture de livre. Euh, et bah, la folie les guette, c'est sûr, la folie les guette. Ils sont dans leur décalage, dans ce qu'ils essayent de faire, dans la folie les guette. Quand j'ai donné le manuscrit à mon éditrice, chez Bûcher-Chastel, Pascal elle a Gauthier, commencé qu'on Pascal embrasse Gauthier, d'ailleurs, qu'on aime beaucoup. voilà, et, qui est un peu une grande révélation dans ma vie, j'insiste. Cette femme, cette femme est extraordinaire et a été avec moi et pour moi extraordinaire. Change ma vie. Comme je le dis à la fin du livre, vous avez dû voir ça. Euh, donc, quand elle a vu le titre, elle a eu un moment de, elle a eu, enfin, elle a pensé, elle a eu une vraie réserve. Voilà. Et puis, quand j'ai terminé de travailler le texte, un jour, j'étais chez Bichet-Gestel, elle m'a dit, mais finalement, ce titre est parfait pour cette histoire. J'étais très contente, je n'avais pas d'autre titre. Et j'aime énormément ce titre. Voilà, je ne peux pas vraiment vous dire pourquoi, mais à part mon amour qui est essentiel pour moi. Euh, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre.
Et dans ce roman, il y a aussi une immense pudeur des émotions. L'émotion, elle arrive souvent à la fin, notamment dans la lettre de Franz, dont je ne dirai rien, bien entendu, mais c'est une des rares occasions dans le roman où l'émotion, elle est nommée directement, sans détour. Et pourtant, partout ailleurs, dans tout le roman, on a l'impression que les larmes sont dans les gestes. Il a juste une couverture, il prend une main, il refuse de regarder la tête dans ses paumes. Il y a un écart, il y a une grande... c'est une pudeur, en fait, une pudeur de l'émotion, du geste de l'amour finalement qu'ils portent l'un à l'autre. Il y a aussi ça, ce regard. Alors est-ce qu'il est finalement, il est présent parce qu'ils sont à des années d'intervalle? Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas de la même manière? Est-ce qu'ils ne pensent pas de la même manière? C'est possible aussi, mais pourquoi vous vouliez aussi peut-être garder cet écart d'émotion entre les deux, mais également tout au long du roman? Est-ce que c'était aussi pour tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance de la fin. Est-ce qu'il faut que cette fin, elle soit tonitruante, elle soit puissante, elle soit révélatrice finalement aussi de tout le reste? Alors, je ne sais pas s'il fallait que cette fin soit comme ça, mais je l'ai trouvée comme ça. J'étais très inquiète de ne pas trouver une fin forte ou belle. Et je crois que la fin est, en tout cas, la fin est ce que je voulais qu'elle soit, mais je ne le savais pas. Elle est, enfin, je me suis inquiétée de ma fin. Euh, en ce qui concerne la pudeur, euh, moi, je crois que, et là, c'est comme, c'est, ça t'arrête. Attendez, 2 secondes, je ferme une porte. Voilà, c'était un Désolée. petit entracte by Caroline Bongrand. Voilà, c'est ça, désolée, cette espèce de petite créature poilue très drôle qui est drôle. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, j'ai fait des études de cinéma et c'est quelque chose que j'ai appris des grands maîtres du cinéma. Alors, évidemment, on connaît Une image vaut mille mots, mais quand vous prenez tous ces grands films, les grands films d'amour, les moments les plus forts sont toujours les moments où les personnages ne parlent pas. Voilà. Et nous, on sait, parce que la situation euh, nous fait comprendre que il y a une tension, il va y avoir une séparation. Enfin, on sait ce qui n'est pas dit. En fait, je crois que le non-dit dans une histoire est beaucoup plus puissant que le dit. C'est-à-dire que si les personnages s'étaient dit je t'aime follement, euh, ma chérie, moi aussi je t'aime follement. Parce que je veux dire, en fait, je préfère qu'ils ne se le disent pas. Et aussi, moi, je crois beaucoup euh, aux actes et aux gestes. Et pour moi, l'amour et le grand amour, euh, ce sont des petites choses, des petits gestes. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être des paroles. Euh, et effectivement, quand il lui tire la main toute la nuit parce qu'elle ne se sent pas bien, et quand elle se réveille et qu'il est toujours assis sur la chaise en lui tenant la main, pour moi, ça c'est plus fort que s'il lui avait déclaré je ne sais quoi. Vous voyez? Euh, pour moi, l'amour, ça passe par des petits gestes. Et alors ensuite, j'allais dire, c'est un peu orchestré. Enfin, je veux dire, mais je ne sais pas si j'ai réfléchi. J'ai fait ça de façon vraiment, comme je vous dis, très, très instinctive. Enfin, j'ai écrit l'amour que j'avais envie qu'il vive et qu'il partage. Et donc aussi, par rapport à la pudeur, aujourd'hui, on est à une époque où tout le monde se crie qu'on s'aime, etc. Malgré d'ailleurs le paradoxe, la grande solitude, mais tout le monde. Même d'ailleurs, parents-enfants, c'est un truc qui vient un peu des États-Unis, tout le monde est surexpressif. À l'époque, ça n'était pas le cas. Et encore, enfin, moi, je sais que la génération de mes parents, on ne disait pas aux enfants qu'on les aimait. C'est- enfin, mes parents ont eu tard, enfin, quand même. Tout ça, c'est assez récent. Et donc, je pense qu'en 1937, il n'y a pas tellement d'effusion. Enfin, en tout cas, euh, qui soit dite. Ensuite, et peut-être que je dis absolument n'importe quoi, hein, on n'en sait rien. Parce que, non, non, ce que je dis là, à mon avis, est complètement à côté de la plaque.
parce qu'il y a de très grandes déclarations d'amour dans un certain nombre de romans. Donc, non, non. Bon, je viens de dire un truc complètement. Il fallait bien que ça arrive. Voilà. Alors, on peut se tromper. On peut en tout cas avoir On a eu les Ouais, deux versions. On a eu la version de elle et de lui à travers Caroline Bongrand aussi. Bah, voilà, c'est aussi la ouais. dichotomie parfois d'un esprit. C'est bien aussi. Mais, ouais, ouais, non, mais je vais vous dire, moi, je n'ai pas de certitude. J'ai pas beaucoup de certitude dans la vie. Et donc, voilà, je ne suis jamais. Le pourquoi pas, il s'applique à tout, en fait. C'est-à-dire que si je pense quelque chose, je peux changer d'avis si on contre-argumente. Et donc, je ne suis pas figée. Et voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais il sort un peu du cadre. Voilà. Mais en tout cas, je l'applique à mes. Enfin, c'est valable pour mes personnages. Très bien. C'est aussi un roman sur l'acte d'écrire parce que Clara fait exactement ce que vous avez fait. Elle prend une personne qu'elle a aimée et le transforme en roman. À quel moment Mm. vous avez aussi compris finalement que ça allait parler d'écriture, qu'il fallait raconter une histoire pour garder une personne vivante? Est-ce que c'est aussi ça, qui vous intéresse dans l'écriture, de pouvoir faire exister à nouveau des personnages, des Absolument. Oui. personnalités? Mm. Absolument. Oui, oui, oui. Oui, oui. Garder une personne vivante, garder une histoire vivante, garder un amour avec son cœur battant, euh, inscrire la beauté, euh, je ne vais pas dire l'immortaliser, mais inscrire la beauté, euh, voilà, qu'elle reste consignée quelque part. Est-ce que vous avez d'ailleurs pensé alors je ne vais pas dire qu'il y a un nouveau livre qui va sortir avec la vie de Franz, mais est-ce que vous avez imaginé créer davantage de tissu narratif sur la vie de Franz, sur le avant, Ah, sur le mais mon après. rêve, c'est de continuer. Mon rêve, c'est de faire un Ah, deuxième volume. ah, Mon j'étais rêve, sûr. c'est de faire... Mon rêve, c'est d'écrire la suite. Mais bien sûr, mon rêve, c'est d'écrire la suite. J'adore mes personnages. Je ne sais pas comment je ferai, mais j'adorerais écrire l'histoire de Clara. Et alors, Franz, on sait exactement ce qu'il a fait, puisque à la fin de l'histoire, on comprend ce qu'il a fait. Donc, il n'y aurait peut-être pas forcément de surprise, mais oui, quelle va être la vie de Clara dans cette douleur d'avoir cette douleur paradoxale. C'est-à-dire qu'elle sait qu'il l'a aimé toute sa vie, mais le décalage d'époque fait qu'elle ne le reverra jamais. Comment une femme vit avec le souvenir d'un immense amour en sachant qu'elle ne va jamais le retrouver. Et en même temps, elle n'a pas été quittée par France, puisque France, de son côté, l'a aimé toute sa vie. Donc, ce qui est étrange, c'est que l'amour, l'amour ne s'est jamais arrêté et n'est pas cassé, mais néanmoins, alors ça peut-être ça paraît assez obscur pour les gens qui nous suivent, et néanmoins, elle va devoir vivre sans l'homme qui est donc l'amour de sa vie. Enfin, ça doit vous paraître extrêmement compliqué ce que je vous raconte si vous n'avez pas lu le livre. Mais Voilà. on est d'accord que le fait de remonter le temps, ce n'est qu'un subterfuge. On est Ouais, d'accord ouais. que c'est aussi pour parler. Alors, je ne connais pas votre vie, Caroline, et c'est pas le sujet, mais on sent quand même que il y a une grande nostalgie à travers cette histoire-là. On a l'impression que c'est aussi des occasions ratées, des Mm. moments Ouais. où la vie aurait pu basculer, où l'amour aurait pu basculer. Mm. Et c'est vrai que ce subterfuge de traverser le temps, ce n'est pas un livre de science-fiction. C'est ça que je veux dire, c'est que, à mon sens, ce n'est pas un livre de science-fiction, ce n'est qu'un petit bouton pour déclencher d'autres émotions et d'autres destins. On est d'accord? Ouais, absolument d'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière Life on Mars de David Bowie alors? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette musique, cet album? Euh, alors, je trouve que cette chanson est très bouleversante. Elle est bouleversante bizarrement. C'est une chanson que je n'ai pas particulièrement aimée jusqu'à une période récente et qui est impossible à chanter et très intrigante. Les paroles sont complètement dingues. Mais au début, et j'ai failli le mettre en exergue, le début des paroles de cette chanson, c'est elle entre dans ce cinéma à la recherche de son ami qui est introuvable. Euh, et je,
Pour moi, un livre, c'est enfin, j'ai écrit chacun de mes romans, enfin, surtout tous mes derniers romans, là, ça doit faire peut-être 5 ou, je sais pas, 7 ans, enfin, 5 ou 7 livres, je sais pas. J'écris mes romans en musique. Euh, Quelquefois, c'est une musique qui me donne le livre, d'accord? Les Présences, c'est un air hongrois très nostalgique qui m'a permis d'écrire ce livre, Les Présences. Là, c'était l'iPhone Mars, donc j'ai écouté l'iPhone Mars un certain nombre enfin, des centaines de fois. Je l'écoutais toujours quand j'écrivais ce roman. Et c'est quelque chose que je veux faire, c'est quelque chose que je fais naturellement parce que une chanson me met dans une espèce d'état, j'ai envie de dire presque vibratoire, émotionnel vibratoire, euh, qui m'accompagne pendant toute l'écriture. Et c'est ce même état qui fait l'unité de la narration. C'est-à-dire que la musique, le rythme du morceau crée mon rythme narratif. C'est ensemble. Ça marche ensemble. Et c'est une question de sensibilité à quelque chose d'invisible que je ressens et qui se traduit. Comment je peux vous expliquer ça? Euh, la musique crée chez moi. En fait, je suis une espèce de extra hypersensible. Donc, quand j'écoute de la musique, je n'écoute pas seulement de la musique. Ça me met dans un état pas de transe, faut pas exagérer, mais en tout cas, je ressens la musique vraiment complètement dans mon corps d'une façon probablement un peu anormale. Voilà. Euh, et quand j'écris avec cette musique, euh, l- toutes les émotions qui sont déclenchées par l'écoute de ce morceau rejaillissent immédiatement sur l'histoire que je suis en train d'écrire. Voilà. Euh, et donc l'iPhone Mars, c'est une histoire qui a l'air assez incompréhensible, un peu absurde. Et il y a une espèce de crescendo, enfin je n'ai aucune connaissance musicale, alors rien, enfin musicale, je veux dire de solfège ou de musicologie, rien. Mais en tout cas, dans cette chanson, il y a des montées comme ça, très puissantes, et puis, enfin, il faut l'écouter, je suis incapable d'en parler. Franz en parle d'ailleurs, mais c'était un passage qui n'était pas évident pour moi, je me suis renseignée. Euh, mais voilà, donc pour moi, cette chanson, enfin, pour moi, c'est indissociable, cette chanson du livre. Est-ce que quand Franz ne connaît pas le futur, Clara va lui apporter certains éléments, et notamment un téléphone portable, ne serait-ce qu'un téléphone portable, Ouais. puisque évidemment en 1937 ça n'existait pas, mais elle l'a sur elle, voilà, de manière péremptoire même. Il va découvrir chaque élément du futur. C'est assez tendre et à la fois nostalgique, voire terrible, même tragique finalement pour certains détails. Et en même temps, la rencontre de deux époques, elle est très joyeuse. On entend souvent cette petite musique aujourd'hui du C'était mieux avant. Ça fait déjà des années et je pense que ça a toujours été le cas. Est-ce que vous auriez voulu vivre à cette période-là? Pas forcément en 1937, mais dans cette période-là des années 30, excepté le contexte historique. Au-delà du contexte historique, est-ce que c'est une période qui vous aurait davantage convenu qu'aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je suis bouleversée par un certain nombre de choses du passé. Mais les choses du passé qui me bouleversent sont, par exemple, des traditions, des gâteaux, comme ce qu'ils mangent des goûts, des parfums. Je ne crois pas que j'aurais aimé vivre dans les années 30 ou 20 ou 40. D'abord, je suis incapable, contrairement à Clara, enfin, je suis incapable de me projeter comme ça, incapable. Je ne sais pas du tout. Autant je sais ce qu'elle fait, enfin, j'ai su ce qu'elle faisait dans le roman, mais Vous avez dit que vous pouviez décrire l'hôtel. ouais, je peux décrire l'hôtel. Ouais, ouais, je peux totalement décrire l'hôtel. Mais je ne sais pas ce que. Oui, je peux décrire l'hôtel. Je peux vous parler des gâteaux. Enfin, les gâteaux, je les connais. Oui, je peux tout à fait décrire l'hôtel. Ouais.
l'escalier en bois. Ouais, je peux vous décrire l'hôtel, petit comptoir. Je l'ai vu cet hôtel complètement. Je ne sais plus ce que je vous disais. De quoi on parlait? Bah, je ne sais plus non plus. Voilà, Caroline. Vous m'avez perdu avec l'hôtel. Ça y est, je suis reparti dans l'hôtel, moi. Ouais, ouais. Non, non, si. Votre question, c'était est-ce que j'aurais aimé vivre à une autre Oui, c'est époque? ça. Euh, et dans ces années-là, je, je ne sais pas. Je crois que à chaque époque, c'est difficile. Alors, il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles et précaires que d'autres. Euh, il y a des époques qui ont été merveilleuses pour certaines personnes et moins pour d'autres. Je ne sais pas. En tout cas, je suis incapable, moi, personnellement, de me projeter dans les années 30, d'imaginer ça. Il n'y a pas une époque. Enfin voilà, il n'y a pas un moment que je préférerais à quoi que ce soit, je crois. Alors, c'est le moment de nous parler de deux questions récurrentes que je pose régulièrement aux auteurs qui passent ici. La première, c'est de choisir un livre ou un auteur méconnu qui vous a forgé ou que vous aimeriez remettre au goût du jour. Qui avez-vous choisi, Caroline? Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Illo Franceschi, si je ne me trompe pas. J'ai le livre et je ne retrouvais pas le livre chez moi. Là, il a disparu. Il s'est perdu dans ma bibliothèque. C'est une histoire très belle qui s'appelle Écrivez-moi, Madeleine. C'est une histoire vraie. C'est une correspondance. C'est un homme euh, qui est un légionnaire. Alors, je ne sais plus si c'est au Maroc. Je crois que c'est au Maroc. En 1939 et qui écrit à une maison d'édition. Non, il veut écrire au philosophe Alain. Voilà. En lui demandant de lui envoyer des livres de la maison d'édition, qui s'appelle les éditions Rieder, choses comme ça. Et le facteur se trompe et envoie la lettre à une homonyme qui s'appelle Madame Madeleine Alain. Voilà. Donc, elle reçoit la lettre, est touchée par ce légionnaire qui dit s'ennuyer terriblement et regretter la lecture, l'esprit, et terriblement nostalgique de tout ça. Euh, Donc elle est très émue et elle fait deux choses. Elle écrit au philosophe Alain en lui demandant des livres et elle écrit à cet homme en lui envoyant les livres, en lui disant, écoutez, voilà, je suis ravie de vous envoyer ce paquet et dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Et commence entre eux une correspondance qui est une sorte d'amitié où elle va lui envoyer, enfin, lui va lui demander des lames de rasoir, il va lui demander tout un tas de choses, des petites choses de la vie quotidienne, puisque évidemment il manque de tout, il manque de tout. Elle va lui envoyer et va se nouer entre eux dans cette correspondance une sorte d'amitié tendre qui ne part jamais, enfin ça n'est jamais dit de l'amour, mais on sent que ils sont tous les deux en train de tomber amoureux. Elle attend ses lettres, lui, il attend ses colis, et il y a quelque chose entre eux d'extrêmement fort. Ils ont les deux autant besoin l'un de l'autre. Et c'est un tout petit livre de 100 pages que j'ai trouvé absolument magnifique, magnifique. Et ce qui est fou, c'est qu'après la guerre, ils n'ont pas osé se rencontrer. Donc, ils ne se sont jamais connus. Et les lettres ont été retrouvées beaucoup plus tard. Et voilà. Et la Donc, deux. c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui n'est pas une histoire d'amour, mais qui est évidemment une histoire d'attente, d'espoir, et surtout, c'est une histoire de présence. C'est-à-dire que elle est seule, on le comprend. Lui est dans une grande solitude et surtout privé des livres qu'il aime tellement, privé de la lecture. Et ils se tiennent compagnie dans un monde, enfin 1939, donc dans un monde dur. Ils sont présents l'un pour l'autre et cette présence change complètement leur vie et chaque jour. Je veux dire, quand on attend une lettre, c'est merveilleux. Aujourd'hui, plus personne ne poste de lettres. Moi, j'ai une passion pour les cartes postales, j'en poste. Mais enfin, plus personne, non, enfin, très peu de gens font ça et c'est magnifique. Enfin, quelquefois, je reçois des lettres et je les chéris. Elles sont derrière l'ordinateur dans le casier de mon bureau. Je les chéris immensément.
c'est magnifique. Donc quand on attend une lettre, on espère une lettre, c'est très beau. Quand on reçoit la lettre, c'est très beau. Et cette attente, on est toujours un peu dans l'immédiateté, on envoie un mail, on envoie un message, mais cette attente, l'attente, c'est comme c'est quoi le silence qui suit Mozart est encore du Mozart, mais l'attente, c'est de l'amour. Donc c'est beau. Ça nous dit beaucoup, ce texte-là, en tout cas, nous dit beaucoup aussi de la folie nous guette, mon amour. Il y a quand même quelques ressemblances, en tout cas des inspirations qui sont Oui, évidentes. La oui. deuxième question, c'est justement, au-delà de vous transposer à travers les personnages de ce roman-là, si vous pouviez échanger votre place avec un personnage de fiction pendant une journée, qui choisiriez-vous et changeriez-vous sa destinée comme vous avez pu le faire pour Alors, tenter d'essayer de le faire? Qui avez-vous comment choisi, j'ai pu le Caroline? faire? Ouais. Pardon, je vous ai encore coupé la parole. Alors, il faut que je vous dise qu'au début, j'avais mal lu la question, parce qu'évidemment, je vais trop vite. Et j'avais mal lu la question dans mon mail, et j'avais compris euh, le personnage ou l'histoire dont vous aimeriez changer la fin pour changer la vie du personnage. Ce qui, en fait, qui n'est donc pas du tout votre question. Donc, je réponds à la question que vous n'avez pas posée. Et donc, c'était lettre d'une inconnue pour sauver cette femme, voilà, qui se meurt d'amour, notamment. Bon, donc, alors, votre question, un personnage dont j'aurais aimé vivre, c'est ça? Oui, vivre la Euh, vie pendant une journée. alors, la vie pendant une journée, je vais vous dire, il y a un livre que j'aime beaucoup de Jay McInerney, donc on est dans le roman américain, qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, attendez, comment? Oui, La Belle Vie, parce que je connais le titre anglais évidemment. Euh, La Belle Vie, et c'est l'histoire de deux personnes, chacun est marié, et ils se retrouvent au lendemain du 11 septembre à faire du volontariat avec des tréteaux comme ça pour aider les gens qui donnaient de l'eau à des gens qui viennent à la recherche de leurs disparus. Et donc ils aident. Et ils vont se retrouver, ils vont faire ça pendant un certain nombre de semaines et s'entendre merveilleusement et se rendre compte qu'ils sont en train de tomber amoureux alors que ça n'est pas possible puisque chacun a une vie, une famille. Et donc c'est une histoire qui ne va aller nulle part, mais pendant ce temps à aider les gens à survivre. Après ce 11 septembre, il y a cet amour qui, qui ne va pas se réaliser, mais qui est très fort. Et pourquoi une journée avec eux? Parce que ce 11 septembre a été très... Ah, on l'a regardé, hein, on était scotchés devant nos écrans pendant des semaines. Euh, et, euh, et je crois que... Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai découvert en 2023, hélas, qui s'appelle la détresse empathique. La détresse empathique, c'est quand on, on est le témoin de loin de quelque chose d'absolument dramatique et désastreux, mais qu'on est dans une impuissance totale. On ne peut pas aider. Et, euh, et donc, on a une empathie très forte dans une impuissance absolue d'intervenir pour aider les gens. Ça s'appelle la détresse empathique, et la détresse empathique conduise les gens qui ont ça directement à la dépression grave. Voilà. Et donc, ce que j'aime dans cette histoire de ces deux personnages, c'est qu'ils ont décidé, plutôt que de tomber dans cette détresse empathique qui a dû sûrement toucher un grand nombre de New-Yorkais et de gens ailleurs, c'est qu'ils décident de laisser leur bon boulot et d'aller se mettre comme ça. Allez, on met des tréteaux, on met un thermos de café et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, ils décident d'agir avec tout le dérisoire. Ils décident d'être là et d'aider. Voilà. Et je trouve que ça, c'est beau de faire ça. Chacun quitte son job et fait ça, et ce volontariat dérisoire, parce qu'ils ont des bouteilles d'eau et ils servent du café, je trouve ça magnifique. Et donc j'aurais fait ça avec eux, ouais. J'aurais fait ça avec eux, et parce que je crois que dans ce genre de situation dramatique, même la plus petite chose qu'on puisse faire, change une vie. On change une vie, ou en tout cas, on change certainement la journée de quelqu'un quand on sourit à quelqu'un et qu'on lui donne un verre d'eau, un donut, etc. Dans des moments comme ça, chaque
chaque petit geste du cœur euh, est un baume précieux. Donc voilà. Très bien, Caroline. Alors, c'est le moment de nous lire donc un second extrait, et si possible, avec la voix de Franz, pour qu'on voit aussi Ah oui, la France. différence de langage. Alors lui, attendez, j'hésite. Lui, où est-il? Il est partout, hein, Euh, bon, écoutez, je sais plus lequel choisir parce que je ne décide pas. Bon, alors, soit on a le rabbin, soit on a... Non, non, mais je peux rester comme ça à hésiter longtemps, donc il faut vous m'aider. Le rabbin, le rabbin. Mais vous, mais vous allez me Non, mais contredire. ouais, mais évidemment, je vais vous contredire. Donc le rabbin, vous dites. Alors, ok. Alors le rabbin, c'est lequel? C'est quel numéro? C'est quel truc? Attendez, je l'ai plus. Je vais le retrouver. Non, ça c'est le professeur d'université. Pardon, hein, désolé à tout le monde. Euh, voilà. Les habitués de ce temple n'étaient pas de ceux que l'on trouve dans notre quartier, des religieux que l'on distingue facilement par leur tenue ou les livres qu'ils ont avec eux. Le rabbin m'a présenté en expliquant que je disposais d'informations sérieuses et qu'il avait jugé bon que je les leur expose. Il m'a invité à prendre la parole. J'étais devant ces gens, une quarantaine de personnes environ, l'air à peu près serein, et je m'apprêtais à leur annoncer la fin de leur monde. Je sentais mes jambes se dérober, mais il n'était plus question de me défiler. J'ai lancé un regard à Clara, qui m'a encouragé d'un mouvement de tête. Clara chérie. J'ai commencé par parler de la situation en Allemagne, puis j'ai évoqué le nazisme expansionniste qui illustrait la composition de notre administration, et je suis passée au reste. J'ai précisé que je ne voulais pas leur faire peur, mais seulement les inviter à réfléchir. Je leur ai raconté que les choses tourneraient mal, tout l'indiquait. J'ai déroulé des faits, des signaux, des lois, des articles de journaux inquiétants. Il était possible de quitter Vienne et l'Autriche très facilement encore. Ce ne serait peut-être plus du tout le cas d'ici un an. Les frontières ne resteraient pas ouvertes éternellement. Je leur ai dit de manière crue qu'on pouvait prendre des trains, rejoindre des ports, embarquer, partir. Partir où? A lancé quelqu'un dans l'auditoire. En Angleterre, en Amérique, en Argentine, au Brésil, aussi loin que vous le pourrez. C'est une plaisanterie, a lancé un autre. Vous nous dites de tout quitter et pourquoi exactement une appréciation hypothétique de l'avenir? Celui qui venait de parler s'est levé, a pris son manteau d'un geste sec et a quitté la salle, faisant claquer sans le vouloir les portes battantes. 7 ou 8 autres l'ont suivi. Les bancs ont grincé. J'ai senti mes joues chauffer, ma voix trembler. J'aurais voulu leur dire à quel point j'étais désolée de leur annoncer tout cela. Les autres me questionnaient maintenant sur ce qui pourrait se passer, s'ils choisissaient de ne pas partir, puis sur la probabilité d'être acceptés dans un autre pays, avec quel visa, combien coûterait une telle traversée, quel port. Un autre me demandait, selon moi, ce qu'il risquait à rester. J'ai parlé des spoliations, des rafles, de la déportation. Une femme d'une cinquantaine d'années, coiffée avec soin, s'est levée pour prendre la parole. Ma famille a fui la Pologne il y a 30 ans. Nous étions convaincus d'avoir trouvé ici un endroit sûr. Nous avons une bonne vie. À combien de reprises faut-il fuir pour avoir enfin le droit de rester quelque part? Que lui répondre? Quelques minutes plus tard, elle a pris ses affaires pour sortir, elle aussi. De nouveau 6 ou 7 personnes se sont levées, en pestant. Mais un petit noyau demeurait assis, à l'écoute. Cela avait compris. Quand faudrait-il partir? J'ai répondu, dans les mois à venir, sans trop tarder. L'un d'entre eux a lancé que sa femme ne l'accepterait jamais. 2 autres ont évoqué leurs vieux parents ou ceux de leurs femmes, qui ne supporteraient pas un tel voyage et qu'il n'était pas question d'abandonner. 3 autres, l'air grave, ont quitté la salle. Clara semblait affligée de cette défection. Il restait maintenant une quinzaine de personnes qui comprenaient exactement ce que je leur disais. Je leur ai expliqué qu'il fallait avertir le plus de gens possible. Vous ne pouvez pas le faire seul. Qu'ils en parlent autour d'eux, dans leur famille, leur cercle, avec leurs amis, mais qu'ils sachent. Cela serait accueilli exactement comme ici, avec des haussements d'épaules, des éclats de rire nerveux, de l'agacement, de la fatigue. Certains n'y croiraient pas, tandis que d'autres jugeraient un départ impossible. Il faudrait vendre leur commerce ou leurs affaires, préparer, réfléchir avec une personne de confiance, bien informée, une reconnaissance des routes, un itinéraire sûr. Si l'on avait de la famille, même éloignée, à l'étranger, une cousine au Brésil, un oncle à New York, un ami de la famille parti au Canada, leur écrire pour demander de l'aide avec les visas. Et évidemment, pour chacun, ceux qui étaient mariés expliquaient à leurs femmes. Tout cela devait s'organiser dans la discrétion pour éviter que les autorités n'en aient vent. Ils l'ont compris, c'était à eux de faire maintenant. Puis le rabbin a pris la parole pour répéter ce qu'il nous avait dit dans son bureau. Si le risque que cela se produise existe, nous devons prendre en compte ce danger.
Ils m'ont remercié, certains même sont venus me serrer la main avant de quitter la salle. J'ai remercié à mon tour le vieil homme pour cette réunion, et Clara et moi sommes sortis. J'étais en sueur, épouvantablement malheureux d'avoir endossé ce rôle d'oiseau de mauvais augure, et, quoi qu'on en dise, de semer la peur. Clara tentait en vain de m'apaiser, me répétant: c'est pour leur bien. Nous sommes rentrés chez nous, il devait être 6 heures de l'après-midi, et j'avais envie de me coucher, de dormir, dormir, jusqu'à ce que nous atteignions l'année 1945. Même en vous lisant cet extrait, je suis complètement secouée. Merci, Caroline. Alors, on referme la folie nous guette, mon amour, et quelque chose ne se referme pas. Une fissure dans l'air, par où s'engouffre ensemble, mai 1935 et le juillet qui suit. La perle de cristal dans un tiroir, le plastique dans les océans, la cave obscure de Martha et une salle de cinéma lausannoise où un homme seul regarde le guépard en pensant à une femme qui n'est pas encore née. Ce roman fait ça. Il creuse un espace entre les époques et il vous y installe, inconfortablement, merveilleusement, sans vous proposer d'en sortir tout à fait. Clara est rentrée à Paris avec une alliance, un carnet de feuillets jaunis et le nom d'un réseau. 3800 vies. Voilà ce que coûte de rater un train et voilà ce que cela rapporte. Voilà aussi ce que la littérature peut faire quand elle ose ne pas expliquer, quand elle laisse le geste parler à la place du discours. Une femme rate son train, un homme fabrique de faux papiers et quelque part entre ces deux actes minuscules, l'histoire bascule. Pas l'histoire avec sa grande H, l'histoire intime, celle qui n'a pas de Wikipédia mais tient dans une enveloppe Kraft. Caroline Bongrand, elle, n'a jamais écrit pour les raisons qu'on croit, pas pour raconter des histoires d'amour, pour montrer ce que l'amour fait quand il n'a pas le temps d'être ordinaire, ce qu'il laisse, traverse ou sauve sans le savoir. 13 romans et la même conviction intacte que la fiction est le seul endroit où l'on peut tenir ensemble des choses que le réel ne peut pas contenir. Un homme de 1935, une femme de 2026, car elle nous rappelle que la mémoire n'est pas une archive, c'est un acte. Clara insère les feuillets de Franck dans son propre récit et fait de lui un personnage. Elle le rend immortel par la seule grâce du langage, exactement comme Caroline Bongrand l'a fait elle-même dans ce roman avec tous ceux dont l'histoire aurait pu se perdre dans le silence de l'entre-deux-guerres. Franz a acheté ce disque de Bowie en 1973, seul, dans un magasin. Il l'a glissé dans une enveloppe qu'il ne savait pas si elle arriverait. Elle est arrivée. C'est ce que fait la littérature, traversant le temps, atterrissant et scotchant quelque chose au mur de votre chambre que vous n'attendiez plus. Merci, Caroline Bongrand, pour cette rencontre. Et on le roman Merci à vous. aux Merci à vous éditions et merci à vous Michel de tout ce que Chastel. vous... Merci beaucoup. Merci mille fois de tout ce que vous venez de dire et tout. Voilà. Merci, Caroline. Au revoir tout le monde. Une belle Au revoir. soirée à tous. Au revoir. Merci.